fais qu'à GetPod. Vous voyez que là, j'ai mes pods qui sont créés en fait. C'est à partir de cette information-là que HPA va se baser pour pouvoir gérer de l'autoscaling. HPA, il peut pas tout faire s'il n'y a pas un composant très important, c'est le Metric Server. Bonjour à tous, bonjour les amis Ops, DevOps, développeurs et autres là. Alors aujourd'hui on va revenir sur les fondamentaux de la chaîne, on va voir les mains un peu sales. Donc les fondamentaux de la chaîne c'est faire du Kubernetes à la base. Voilà, donc on va revenir un peu sur Kubernetes, je pense les 2-3 prochaines semaines pour aborder quelques sujets que je n'avais pas eu le temps de faire ou d'enregistrer. Et dont on m'a fait des retours puisque cette formation Kubernetes gratuite que j'avais lancée, ça fait déjà presque un an, elle a un grand succès, voilà. Donc j'ai plein de gens qui tombent sur mes vidéos avec qui j'ai travaillé, qui me disent ah mais c'est toi que j'ai vu sur la vidéo là, j'ai dit oui c'est bien moi. Donc il y a plein d'autres sujets que j'avais pas eu le temps de le faire, ou je pensais que j'avais fait, que j'avais pas fait et tout ça. Donc on va essayer dans les prochaines semaines là de pouvoir compenser ces trous qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui on va parler du scaling, on va parler de comment on gère proprement l'autoscaling dans Kubernetes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les productions en ligne, quel que soit le type d'application, il y a un concept qui est primordial, qui est de pouvoir bien gérer les ressources en fait. C'est-à-dire avoir les justes ressources pour la juste capacité. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez une application web qui est dimensionnée pour 100 utilisateurs et qu'au final vous n'avez que 2 utilisateurs, ça ne sert à rien de conserver cette infra. Il faut que votre infrastructure puisse pouvoir s'adapter à ce nombre d'utilisateurs. Et inversement, si vous avez dimensionné votre site web pour 1000 utilisateurs et que vous recevez un trafic de 10 000 utilisateurs, il faudrait que votre infrastructure puisse pouvoir s'adapter à ça et derrière pouvoir créer le nombre d'instances, le nombre de pods qui vont bien. Dans notre cas, on va parler de pods, on va pas parler d'instances. Quand je vais parler d'autoscaling, je vais parler d'autoscaling des pods, pas d'autoscaling des nodes, parce que autoscaling des nodes, ça se gère aussi avec un outil qu'on appelle Carpenter qu'on pourra voir plus tard. Mais aujourd'hui, on va parler de l'autoscaling des pods, notamment avec un outil qui s'appelle HPA. Donc on va parler de Horizontal Pod Autoscaler, qui est l'autoscaler natif de Kubernetes. Kubernetes, aujourd'hui nativement, il vous permet de pouvoir mettre en place de manière simple en fait un autoscaling en se basant sur la CPU et la mémoire de vos applications. Donc le but de cette vidéo là, ça serait de vous expliquer concrètement ce que c'est que le HPA, l'Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes, comment est-ce qu'il fonctionne et surtout mettre en place un cas pratique. Donc on va prendre une application entre guillemets une application web sur laquelle il n'y a pas de HPA, on va configurer HPA ensemble. Ensuite, on va envoyer du trafic sur cette application et on va voir comment est-ce qu'il réagit. On va voir que le HPA va vraiment scale nos pods en fait. Ça va être le but de cette vidéo là. Donc je te laisse aller prendre ton café, te poser ou bien allumer ton ordinateur et ensuite on va mettre en place tout ça. Donc aujourd'hui on va donc voir le HPA pour Horizontal Pod Autoscaler. L'objectif, ça va, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement HPA. Ensuite je vais vous expliquer son fonctionnement, comment ça fonctionne concrètement, parce que c'est toujours bien avant d'utiliser un service de pouvoir bien comprendre toute la mécanique, toute la logique qu'il y a derrière. Ensuite on va faire un cas pratique, on va installer HPA parce qu'on va pas besoin de l'installer. HPA notamment il est nativement installé, il vient nativement avec Kubernetes, donc c'est l'autoscaler intégré de Kubernetes. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt configurer un HPA sur une de nos applications et on va envoyer du trafic sur cette application là et on va observer en fait comment le nombre de pods varie en fait. Donc ça va être dans un second temps pour la partie pratique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de l'autoscaling en fait? Pourquoi est-ce que aujourd'hui dans la tech, que ce soit, ça peut être l'autoscaling des pods, ça peut être l'autoscaling des nodes, ça peut être sur du cloud, ça peut être on-prem, etc. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important parce qu'il faut savoir que quand l'autoscaling va vous permettre de gérer le fait que vous ne connaissez pas exactement quels sont les besoins de vos applications, ça c'est le premier cas, et ça va vous permettre aussi de gérer les fluctuations de demande qu'il peut avoir sur vos applications. Donc je prends d'exemple, si vous travaillez sur un site de e-commerce par exemple, et que par exemple en période de solde en général, il y a des périodes de solde, la fin d'année, vous avez souvent un trafic qui peut monter très vite en fait, ou bien si vous lancez une opération commerciale, vous pouvez avoir du trafic qui arrive très vite. Si vous n'avez pas d'autoscaling, vous allez avoir des serveurs
dans 90% du temps qui sont peut-être, je sais pas, vous avez peut-être un besoin qui permet de répondre à, disons, 5000 utilisateurs. Mais pendant les soldes ou bien le Black Friday, vous montez à 20 000 utilisateurs. Si vous n'avez pas de l'autoscaling en place, en fait, votre serveur ne va pas pouvoir supporter l'achat et votre truc va trasher en fait. Donc l'autoscaling, en fait, son but c'est de faire ça, c'est de pouvoir ajuster le nombre de pods, de ressources, d'instances par rapport à votre besoin, par rapport à au trafic que vous allez recevoir à un moment donné en fait. Donc c'est ça le but. Donc le problème classique qui se pose quand on n'a pas d'autoscaling, c'est que si on a trop peu de pods, il va avoir de la saturation. Donc si on a trop peu d'instances, je dis pod, mais ça s'applique aussi aux instances. Mais dans d'autres cas, quand on est sur du Kubernetes, on est sur du HPA, on va parler plus de pods. Donc si vous avez dimensionné votre front-end qui peut avoir 4 pods pour 5000 utilisateurs, lorsque vous passez à 20 000, ben, si vous n'avez pas de l'autoscaling, en fait, pour qu'il puisse pouvoir augmenter le nombre de pods, en fait, vous allez vous retrouver avec une saturation, avec des latences qui vont augmenter. Alors, la deuxième chose maintenant, c'est que si vous avez trop de pods, donc imaginez que vous avez dit, ok, moi j'ai du budget, pas de problème et tout. Je sais que mon application c'est sur 5 pods, je vais le monter à 20 pods pendant les soldes par exemple, de manière spécifique. Bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez gaspiller des ressources. Donc c'est très bien, ça va marcher. Vous allez avoir vos 20 pods qui tournent et qui vont supporter potentiellement les pics. Mais sauf que quand ce pic-là va partir, et ce pic représente à peu près 10% de l'année, donc pendant 90% de l'année, vous allez vous retrouver avec des pods qui sont sous-utilisés. Si vous mettez trop de ressources, trop de pods, il va y avoir un gaspillage de ressources en fait. Donc déjà, c'est pas bon pour votre portefeuille, et maintenant, c'est pas bon pour l'indice RSE de votre entreprise, quoi. Donc, il y a une perte de ressources et aujourd'hui, ce n'est plus tellement acceptable, en fait. Même si financièrement, c'est acceptable parce que vous avez de l'argent, on va dire que de manière responsable, de manière éthique, de manière écologique, ce n'est plus acceptable d'avoir plein de serveurs qui sont là, qui ne consomment plus, quoi. Donc, c'est donc pour ça donc, que Kubernetes a mis en place, possède un outil qui s'appelle l'autoscaling horizontal, donc le HPA. Donc grâce à ça en fait, grâce à HPA, vous allez voir vos pods qui vont pouvoir s'ajuster selon la demande en fait. Donc bien sûr, vous allez définir des conditions, vous allez avoir des nombres min, des nombres max, et selon ces conditions-là, Kubernetes va se charger d'augmenter le nombre de pods quand il faut et de descendre le nombre de pods lorsque la charge descend. Donc c'est ce qu'on appelle en fait du scaling adaptatif. C'est donc justement le terme d'autoscaling. Parce que nativement, vous pouvez faire du scaling, mais du manuel. Vous pouvez aller dire que bon, j'ai vu qu'il y a du trafic, peut-être vous avez mis de la supervision, ça vous alerte que là il faut augmenter. Bah, vous allez vous augmenter manuellement, mais ça, c'est de l'ancien monde, ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Notamment si vous travaillez sur Kubernetes, même si vous n'êtes pas sur Kubernetes aujourd'hui, même si vous travaillez sur des serveurs, il y a des outils qui permettent maintenant aujourd'hui de pouvoir gérer l'autoscaling en fait, de manière automatique. Donc dans Kubernetes, ça s'appelle HPA. Donc c'est ça la raison pour laquelle il y a de l'autoscaling. Ce n'est pas que lié à Kubernetes, c'est un concept, on va dire, Ops, plateforme ingénierie qui est connu, qui est mise en place depuis des années. Et Kubernetes, donc, il a mis en place à disposition le HPA pour permettre de répondre à cette problématique-là. Voilà. Donc, concrètement, donc, c'est quoi? Donc, j'ai expliqué ce que c'est que l'autoscaling. Concrètement, donc, c'est quoi HPA? Voilà. Donc, l'horizontal Pods Autoscaler, donc le HPA, donc c'est un contrôleur. Donc un contrôleur, c'est un programme, un binaire qui est installé dans Kubernetes, entre guillemets, qui va se charger de faire trois actions principales. Donc il va observer quoi? Il va observer les métriques CPU et mémoire, parce que comme il est connecté à votre cluster, il va pouvoir aller interroger les métriques serveur pour vérifier, enfin pour récupérer toutes ces métriques-là, par exemple, de votre application. Donc il va observer, voir les variations de CPU, les variations de mémoire. Ensuite, il va comparer avec la cible définie. Donc, quand vous allez créer HPA, quand vous allez créer un HPA sur votre déploiement ou sur votre application, vous allez définir des cibles en fait. Et lui, régulièrement, ce qu'il va faire, il va faire un check. Il va comparer ce qu'il observe et ce que vous lui avez mis comme cible en fait. Voilà. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est de faire en fait l'ajustement. La deuxième chose, c'est l'ajustement dynamique. Donc, concrètement, vous allez dire à HPA, je veux que tu me surveilles les pods de ces déploiements-là. Je veux que si la CPU soit consommée peut-être à 90%, de ce qu'elle a, je veux automatiquement que tu me rajoutes un. Donc HPA, ce qu'il va faire, il va aller régulièrement observer le metric server pour voir quelle est la consommation de votre CPU sur vos pods à ce moment-là. Et ensuite, il va comparer ce que vous avez mis et maintenant, si c'est bon, il va donner l'ordre d'augmenter le nombre de réplicas. Voilà. Donc, et il fonctionne avec les deployments, les réplicas set et les stateful set en fait. Donc un HPA, vous ne pouvez l'appliquer que sur ces ressources-là. Vous ne pouvez pas l'appliquer un HPA sur un cron job.
vous ne pouvez pas appliquer un HPA sur un daemon set. Par exemple, par le cas du daemon set, il est censé avoir une version sur chacun des nœuds. Vous ne pouvez pas dire HPA de pouvoir d'augmenter le nombre de daemon sets, ça se fait pas. Donc le HPA c'est vraiment spécifique au deployment, au réplica et au set full set. Donc c'est un outil vraiment très puissant et c'est ces trois choses là qui fait l'observation, la comparaison et l'ajustement. Voilà. Donc l'architecture interne, HPA en fait en lui-même il ne sert à rien en fait. HPA il peut pas tout faire s'il n'y a pas un composant très important, c'est le metric server. Donc pour que HPA puisse pouvoir fonctionner sur votre cluster Kubernetes, il faudrait que vous activez le metric server. Selon les versions de Kubernetes que vous allez utiliser, selon le Kubernetes que vous allez utiliser en fait, le metric server n'est pas forcément activé. Donc le metric server c'est simplement le composant dans Kubernetes en fait qui va strapper toutes les métriques de vos nodes. Donc il va récupérer les CPU, les mémoires, les RAM de vos nodes, de vos pods, etc. Et ensuite il va l'exposer ça. Donc il va exposer ça via une API, donc l'API metric.k8s.io. Et HPA lui, ce qu'il va faire, il va aller sur cette API là, récupérer, lire les informations dont il a besoin, notamment la CPU et la mémoire. Donc il faut bien avoir en tête que, parce que j'ai fait des audits une fois dans une entreprise, euh, ils comprenaient, bon il y a quelques années déjà, ils comprenaient pas pourquoi le HPA ne marchait pas. Donc le HPA c'était un problème qu'ils avaient, ils comprenaient pas pourquoi ça marchait pas, mais en fait c'était simplement que sur le Kubernetes on-prem, il n'avait pas activé les metric servers. Donc forcément que ça marche pas. Si HPA n'est pas capable d'aller puiser dans sa source d'information qui est le metric server, bah, rien ne pouvait se faire en fait. Donc sans metric server en fait, votre HPA il ne fonctionnera absolument pas. Donc c'est pour ça que c'est un prérequis avant tout de vous assurer que votre metric server est activé. Et comme je l'ai dit, selon les versions de Kubernetes, selon le cloud provider que vous allez utiliser, ils peuvent être activés ou pas en fait. Donc moi j'ai vu des cas où c'est activé par défaut, d'autres cas où c'est pas activé. Donc, et effectivement, on se pose pas la question. Pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur un cluster Kubernetes, dans un écosystème où par défaut les metric servers sont activés, le jour où il se retrouve sur un cluster Kubernetes où il n'y a pas de metric server, il n'aura pas forcément le réflexe de se dire que ah mais le metric server n'est pas activé. C'est ce qui s'est passé dans cette boîte là en fait. Ils travaillaient sur un historique Kubernetes où il y avait des metric servers qui étaient activés. Ils s'étaient même jamais posé la question. Donc quand ils ont changé, ils ont eu un nouveau cluster et tout, ils avaient plus les metric servers, ils n'ont même pas eu le réflexe de se dire ah mais ça peut être des metric servers. Donc très important, HPA s'appuie sur les metric servers en fait, qui lui va strapper, exposer via des API en fait. Alors, je vous parlerai toujours dans la mémoire, donc là j'ai fait un petit schéma de comment ça marche concrètement le HPA, ce que j'aime bien. Donc il faut dire que ici là vous avez votre HPA qui est là. Attends, je vais mettre un truc comme ça, voilà. Donc là, vous avez votre HPA qui est là, les composants du HPA. Ensuite, là, vous avez le metric server. Donc HPA, une fois que vous l'avez configuré, qui est installé par défaut, il a besoin d'aller récupérer les métriques sur le metric server qui est là. Donc il va récupérer ces informations-là. Ensuite, ce qu'il va faire là, il va calculer le nombre de réplicas. Vu qu'il a l'information ici, vous avez défini que pour ce deployment là, pour ce pod, en fait, je veux telle capacité de ressources, telle capacité de CPU et tout. Donc lui maintenant il va comparer, donc ça c'est en interne en fait, c'est lui-même là qui va faire un calcul, ça c'est la deuxième étape. Et ensuite la troisième étape c'est qu'il va aller sur votre deployment, il va mettre à jour automatiquement le nombre de réplicas 7. Et ce nombre de réplicas 7 va automatiquement ajuster, va justement créer ou supprimer le nombre de pods en fonction de ce qu'il va mettre, de ce qu'il va ajuster en fait. Donc ça c'est vraiment le composant clé de HPA, c'est vraiment le metric server. S'il n'y a pas ça d'activé, on ne pouvait pas faire grand chose en fait. Voilà, donc c'est un peu ça le fonctionnement en interne de HPA. L'autre élément important, donc on a vu que le HPA a besoin du metric server, donc ça c'est plus au niveau infrastructure. La deuxième chose maintenant c'est plus au niveau configuration, au niveau YAML en fait. HPA il a besoin que vous puissiez que votre au niveau de votre deployment, au niveau de votre stateful fed, que vous configurez les requests. Donc ça c'est super important parce que c'est aussi les erreurs que les gens font souvent, c'est qu'ils ne configurent pas les requests, c'est-à-dire ils ne définissent pas vraiment euh, quel besoin a besoin l'application en termes de CPU et de mémoire. Voilà. Donc ça c'est pas configuré parce que c'est un paramètre qui est facultatif en fait. Quand vous créez un deployment, vous pouvez définir les requests ou les limites, c'est à votre choix, c'est à votre convenance. On recommande toujours de le faire, moi c'est ce que j'avais. D'ailleurs si vous avez loupé la vidéo sur les requests et limites, je vous la rajoute quelque part là, voilà, où j'explique vraiment ce que c'est. Donc il faut absolument avoir configuré les requests, pas forcément les limites, juste les requests, on n'a pas besoin forcément de limites, mais configurer les requests pour dire que votre application elle a besoin de
tel nombre de CPU et de tel nombre de mémoire. C'est à partir de cette information-là que HPA va se baser pour pouvoir gérer de l'auto-scaling, mettre en place du scaling. Parce que s'il ne sait pas exactement combien a besoin de votre application, ben il n'est pas capable de scale parce qu'il a besoin de la valeur de référence. Donc il va voir la consommation de votre application, mais il a besoin d'avoir la valeur de référence de votre application, notamment si vous avez défini en termes de pourcentage. Donc ça c'est très important. Donc s'il n'avait pas de request, HPA ne peut pas calculer le pourcentage d'utilisation normal. Il ne peut pas comparer avec la cible. Et ce qui va rester en fait, il va rester dans un état unknown. C'est souvent ce que vous allez voir quand vous allez faire un kubectl describe mon HPA, il va être dans un état unknown parce qu'il n'arrive pas à calculer, il ne sait pas exactement quel nombre de ressources il y a besoin en fait. Voilà. Donc ça c'est super important d'avoir aussi en tête. On va dire que les métriques serveurs sont configurées. Maintenant, quand vous êtes passé sur vos YAML, vous voulez créer un HPA, assurez-vous que votre application pour laquelle vous voulez configurer le YAML ait des ressources et des requests configurés en fait. Voilà. Donc on va passer à la dernière étape avant de pouvoir, avant de se salir les mains. Donc ça, je vous fais juste un petit rappel. Donc voilà à quoi, enfin un rappel, je vous fais une introduction de ce qu'on va faire tout à l'heure là. Parce que j'aurais pas besoin, je préfère vous expliquer directement ici à quoi ressemble en fait le YAML d'un HPA. Comme ça après je reste faire un copier-coller, voilà, ce sera plus simple. Donc ce qui est important, on va commencer par la section ici en orange. Ce qui est important lorsque vous définissez un HPA, vous avez, allez je vais dire vous avez 4-5 choses très importantes à avoir en tête. La première chose, c'est ce qu'on appelle le target. Donc vous allez définir sur quoi votre HPA va s'appliquer. Donc si c'est un déploiement, vous avez fourni le deployment. C'est un stateful set, vous devez fournir le stateful set. Et c'est ce qu'on appelle le scale target ref. Donc la référence de la target, de la cible en fait. Donc ça c'est la première chose que vous devez avoir en tête. Et c'est ça qui est défini. C'est là qu'on peut voir. Dans notre cas, le scale target ref, ça va cibler un deployment. Et le nom du deployment, c'est le HPA démo. Donc, super important, ça c'est vraiment le point essentiel. Bon, je ne reviens pas sur les métadonnées, API, version, kind, metadata. Ça vous connaissez déjà, on sait comment ça marche un fichier CRD Kubernetes, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, super important, le scale target ref qui va vous définir en fait la cible que vous voulez faire. Ça peut être un deployment, dans notre cas c'est un deployment. Si c'était un stateful set, ça aurait été stateful set là. Le deuxième point qui est important, c'est définir l'intervalle, c'est-à-dire le nombre minimum et le nombre maximum de pods. Parce que HPA, il faut toujours définir un maximum notamment, parce que pour limiter, parce que pour vous assurer que votre HPA, votre application n'est pas, ne déclenche pas 100 pods comme ça, parce qu'il y avait un peak rate. Donc il faut toujours limiter votre scaling. Donc ça définit le minimum et le max. Donc ça veut dire que dans ce cas, notre application, elle aura toujours minimum un pod. Et elle pourra monter jusqu'à maximum 10 pods en fait. Donc même si le trafic monte tellement et qu'on a besoin de plus de 20 pods, 30 pods, ben en fait HPA ne dépassera pas ça. Et on va tester ça tout à l'heure. Donc le min et le max, ça c'est min et max réplica, ça c'est très important. Donc c'est défini vraiment les valeurs min et max. La troisième chose, les deux derniers points très importants. Donc il y a le scale up. Ça c'est super important, c'est même l'élément central sur que vous devez définir sur le scale up. Donc définir sur quelles conditions HPA doit augmenter les pods en fait. Donc ça définit les policies, donc les politiques qui permettent de dire que là il faut augmenter le nombre de pods. Dans mon cas par exemple là, ça veut dire que là je demande en fait que s'il y a 50% du CPU qui est utilisé pendant plus de 15 secondes en fait, ben en fait je demande qu'on scale là, ça c'est ce qui se passe là. Et maintenant après là il y a des fenêtres, donc ça peut être des fenêtres de pendant 60 secondes et tout, on peut rechecker et tout. Donc ça c'est vraiment très important. Donc il y a le scale up et le scale down. Le scale down c'est la même chose, vous pouvez définir au bout de combien de temps. Donc lorsque par exemple vous êtes en dessous des conditions que vous avez mis là, lorsque le HPA a constaté qu'en fait là il n'y a plus forcément besoin de ça, quelles sont les conditions pour qu'on le descende. Donc là c'est pour dire qu'il y a une fenêtre 60 secondes pour qu'il commence à descendre en fait. Donc super important ça de bien avoir ça en tête, le scale up, le scale down. Et voilà. Donc on va pouvoir tester maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une application qui est toujours sur un cluster. Donc on va passer à la partie pratique. Retenez bien tout ce que je vous ai mis là. Je vais pas forcément réexpliquer ça parce que je vais copier-coller ça. Donc vous voyez bien que bon, on pourra voir. Mais c'est ça qu'on va surtout mettre en place. On va créer un HPA sur une application qui existe en fait. Voilà. Alors je vais prendre quelle application web. On va prendre une vraie application qui est en ligne là pour pouvoir faire le tailing. Donc on va partir sur
cette application-ci. C'est une petite application web qui décrit juste la page produit d'une application sur iOS qu'on a développé récemment là, qui permet en fait de suivre les tâches familiales. Donc on va gérer le scaling de cette petite application web là. C'est vraiment une toute petite appli, elle est pas très grosse. Donc moi je vais aller dans la... Donc ça tourne, cette application web que vous voyez là, elle tourne sur un de mes clusters Kubernetes là. Et c'est sur ça qu'on va mettre... Je sais qu'il n'y a pas de scaling qui a été mis en place. Donc c'est sur ça on va s'amuser. Donc je vais venir là sur sur le terminal. Hop. D'accord. Donc on va l'ouvrir. Je vais ouvrir ce... Hop. On va ouvrir ce projet là. Ok. Donc très bien. Tac. Donc vous pouvez voir que là sur ce projet, donc juste sur ce projet là de cette application web là, vous pouvez voir que l'ingress ici, il est bien, ça correspond bien à hashasync de hktech.com. Donc c'est bien sur celui-là qu'on travaille. Mais ce qui nous intéresse là, c'est de pouvoir créer un HPA. Donc si je fais un kget HPA, donc je fais un clear comme ça, on peut voir que je n'ai pas de HPA d'installer. Donc cette application là, il n'y a pas de HPA d'installer. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hpa.yaml. Voilà, et là dedans, je vais juste copier-coller une conf qui est à peu près identique à celle que je vous ai expliqué là, donc tout à l'heure. Donc là, je vous réexplique. Ici là, ça c'est les définitions pour la ressource Kubernetes à utiliser et l'API version. Donc on va utiliser ici là l'horizontal pod autoscaler. Donc pour HPA, c'est ça le type de contrôleur à utiliser. Ensuite là, il y a les métadonnées que vous connaissez où on met le nom et le namespace. Voilà. Et là, ça c'est vraiment spécifique à HPA. Ici on met le scale target ref. Donc là, ce que je dis, je veux que tu me cibles le deployment qui est en V1 qui s'appelle hsync. Et il est là normalement mon deployment là. Vous voyez que là le deployment là il est là, hsync. C'est lui que je cible. Et maintenant ensuite le nombre minimum et le nombre de max, on part sur 1, on met maximum. Je vais augmenter à 5, ça va être plus... disons 5, voilà. Et ensuite là maintenant les métriques, ça c'est les conditions. Donc là on va vérifier, je vais cibler en fait le CPU. Je vais m'assurer que je scale s'il y a plus de 90% du CPU qui est utilisé sur l'un des pods, je considère qu'il faudra scale. Et s'il y a plus de 95% d'utilisation sur la mémoire, je considère aussi qu'il faudra scale. Donc voilà une petite conf de HPA que j'ai mise là. Voilà, j'ai pas besoin de plus pour cette application là. Donc ce qu'on va faire là, on va dans l'appliquer, on va faire un kubectl apply-f hpa.yaml. Là si je fais un kget hpa, voilà, donc là, vous voyez que là, le HPA il est appliqué. Il voit bien que mon target c'est 90% et le CPU en mémoire c'est 95%. Là, il y a le nombre minimum et le nombre maximum. Voilà. Et ce qui est intéressant, là pour le moment, il n'a pas encore récupéré, il n'a pas encore interrogé le metric server. Donc le metric server, lui a pas, soit il n'a pas encore interrogé, soit le metric server n'a pas encore répondu. Donc il ne sait pas quelle est la cible. Mais là, si je refais un kget HPA, normalement, je dois avoir l'information. Et là, il a vu l'information. Il a vu qu'aujourd'hui, mon pod là, il utilise en fait 1% de la mémoire allouée en termes de CPU et 33% de la mémoire. Donc 33% de la mémoire et 1% du CPU. Donc si je fais un cas top pod, voilà, donc j'utilise pas grand pod. Donc ça correspond en fait à 1% de la CPU et ça correspond en fait à, à 42%, enfin à 33% de la CPU. Et très important, je vous ai dit ici que j'ai besoin au niveau de mon deployment de configurer le request. Donc normalement, si vous voyez sur mon CPU ici à la request, ça c'est super important au niveau des ressources.request. Il faut configurer la mémoire et le CPU. Donc on voit bien que 1 là, 1 ça correspond bien à 1% de 100 et 42 là ça correspond bien sûr à 33% de 128. Donc c'est vraiment sur ça que HPA va se baser pour définir les chiffres que vous voyez là en fait, pour définir ses targets. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de research de ressources request définies sur vos deployments, le HPA en fait il sera en état unknown parce qu'effectivement il va pas connaître quelles sont vos valeurs, quels sont vos targets quoi. Donc ça c'est super important. Voilà. Donc une fois qu'on a mis ça, je pense qu'on est bon. Le HPA normalement il est bon. Mais si je vous laisse là, vous allez me dire mais on n'a pas la preuve que ça marche quoi. Et effectivement vous aurez raison. Donc ce qu'on va essayer donc de faire, c'est de mettre en place du scaling sur le nombre de pods là. Il faut qu'on voit
le nombre de pods qui augmente. Ça sera... Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va envoyer du trafic sur notre application web là. Donc notre application web, elle est là. Donc on va voir pour envoyer du trafic web là-dessus. Alors, donc pour simuler le trafic web, moi j'utilise souvent un outil. Ça s'appelle, je crois, Bombardier. Bombardier, c'est ça, je crois que ça va être ça. Ce projet-là, c'est un projet open source qui est fait avec du Go. Donc ça permet en fait d'envoyer des requêtes sur des sites. D'ailleurs, je n'en tirerai pas la responsabilité si vous l'utilisez pour aller faire des DDoS sur des sites. Donc il faut vraiment l'utiliser que pour vos tests web, pour vos tests de performance, etc. À ne pas utiliser sur des sites en ligne parce que vous risquez d'être potentiellement condamné si vous lancez du DDoS sur des sites concurrents. Bon bref, donc là pour mon use case on va utiliser Bombardier, c'est un petit outil qui marche pas mal. Donc là ouais ça me va, donc ça dit en fait que on va créer 125 connexions, on va envoyer à peu près, ça c'est quoi, 1 million de requests. Je pense que ça peut être pas mal, donc je vais utiliser Bombardier là, donc je pense que j'ai le binaire installé sur ma machine, ouais c'est ça. Donc on va mettre aussi 125 connexions, c'est pas grave, et là on va mettre, je sais plus combien de connexions là, il avait mis, lui il a mis combien de connexions? Allez, 10 millions de connexions. Ah ouais, ça va bombarder. On va mettre la même parce que le but c'est de simuler ça. Allez, je sais plus, tac. J'ai même mis 100 millions de connexions. Ça fait peut-être beaucoup. Et en fait, ici, je lui donne l'URL du projet. chsync.dhktech.com. Donc là, on a dans notre bombardier qui est OK, qui va envoyer des requêtes sur notre site web. Là, si on fait un kgetPod, là, on voit que j'ai un seul pod. Et ce que je vais mettre ici, je vais mettre le watcher. Le watcher, ça me permet de voir l'évolution du nombre de pods sur mon cluster pour nous assurer que ça marche bien. Donc on va donc bombarder ça. Allez, c'est parti. Hop, on va envoyer des requêtes sur notre site là. Normalement, ça devrait mécaniquement faire augmenter mon CPU et ma mémoire. Donc là, on attend le nombre de CPU. Et là, si je fais un getHPA, là. Bon, il n'a pas encore récupéré là. Bon, c'est pas très grave. C'est ça qui nous intéresse. On devrait voir normalement un nombre de pods à un moment donné qui devrait augmenter. Donc là, les requêtes continuent y aller. Si je vais sur le site hsync, là, il devrait être un peu plus long. Bon, il n'est pas encore lent parce qu'il faut que ça, les requêtes arrivent. Et là, si je viens... Si ça ne suffit pas pour l'augmenter, ça devrait quand même, je pense que ça c'est assez... Il y en a quand même pas mal de requests là. Voilà, super, vous voyez là, le scaling s'est lancé, je n'ai rien fait. Et là, vous voyez que Kubernetes a détecté que le trafic, le CPU est monté en fait. Et là, il a créé 1, 2, 3, 4. Il m'a créé 4 nouveaux pods en fait. Donc je suis passé à 5. Il ne peut pas créer plus parce que j'ai configuré ça dans mon HPA que on a un maximum 5 pods. Donc pour vérifier que c'est bien ça, si je fais kgetPod, vous voyez que là j'ai mes pods qui sont créés en fait. Donc il a créé plutôt, il a scale plutôt à 3. Je pense qu'il n'y en a pas besoin de plus. Hop. Parce que là aussi il faut voir s'il y a un nombre de ressources. Donc vous voyez que là le HPA s'est lancé en fait. Le HPA il a scale en fait, il a créé ces pods là. De 1 pod je suis monté à 3 pods en fait. Donc là on voit bien que ça marche très bien. Voilà. Maintenant après ça dépend aussi des ressources de votre cluster. Donc il faut aussi que votre cluster ait assez de ressources et tout pour pouvoir créer des pods quoi. Donc ça se trouve il se limite là à 3 parce que je n'ai plus... Ah, vous voyez, continue. Là, il m'a créé, maintenant, je suis monté à 5, là. Donc là, on atteint la limite. Il ne pourra pas recréer plus que ça. Parce que mon cluster, là, il avait créé croix. Je pense qu'il y a des ressources qui s'est encore libérées. Là, il a créé encore, voilà. Donc là, on voit que notre application web, en fait, elle est en train de monter en charge. Et comme ça, pour les utilisateurs qui vont arriver... la fluidité reste en fait, c'est pratiquement transparent parce que derrière, j'ai beau me faire des DOS entre guillemets, j'ai beau avoir pas mal de trafic qui arrive en fait, mais mon cluster il continue à monter quoi parce que j'ai configuré HPA. Si j'avais pas configuré HPA, bah j'aurais potentiellement je serais resté sur un seul nombre de pods en fait et ça serait pas marché. Donc c'est tout, on va quand même couper Bombardier là, je pense que c'est bon, tu nous as bien bombardé, on va s'arrêter là. Hop. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo là où on a mis en place le HPA. Je vais expliquer ce que c'est HPA concrètement.
On a pu mettre en place, on a pu faire des tests et tout. Donc on a vu vraiment la puissance du HPA. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial sur vos applications Kubernetes. Il faut prendre le réflexe d'avoir des HPA de configurer. Notamment si vous avez des applications type web où la demande peut fluctuer d'une journée à l'autre ou d'un mois à l'autre. En fait, c'est pas mal. Ça vous éviterait de forts désagréments. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo là. On va s'arrêter là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu trouves la vidéo pertinente, n'hésite pas à t'abonner et à partager le contenu. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.